Oui, 13h16. Je vous propose donc qu'on commence ce webinaire. Alors déjà, merci à vous tous qui nous rejoignez aujourd'hui pour ce deuxième webinaire organisé par le cabinet BCC, donc, qui porte aujourd'hui sur une question: comment choisir des moyens de paiement dans le retail et comment les optimiser. Alors avant de démarrer, je vais vous rappeler quelques consignes. Déjà, on terminera à 14h00 pour être dans les temps. On sait que vous avez probablement d'autres réunions après dans l'après-midi, pour ne pas vous mettre en retard. L'ensemble des micros sont coupés, à l'exception de nos intervenants qui vous présenteront leur sujet un petit peu plus tard pendant ce webinaire. Pour ceux qui se posent la question, vous recevrez le support après le webinaire et nous enregistrons également cette session, ce qui permettra un replay pour ceux qui nous rejoindront en cours de route ou qui seraient obligés de nous quitter plus tôt, si c'est le cas, on n'espère pas. Et enfin, si vous avez des questions à nous poser, ça se passera dans le même onglet activité où vous avez trouvé le sondage. Vous avez une rubrique des questions. Voilà, donc, n'utilisez pas le chat. Normalement, vous n'avez pas la possibilité de l'utiliser. Vous utilisez donc cet onglet activité et des questions. On recensera au fur et à mesure de la présentation vos interrogations et puis on tâchera de répondre au maximum de ces questions à la fin du webinaire. Avant de démarrer, en quelques mots, BCC est un cabinet qui est spécialisé dans les problématiques que rencontrent les retailers. Donc, nous accompagnons nos clients de la gestion de projet à la définition de leur stratégie en nous appuyant sur notre expérience, notre connaissance du marché et le fait d'avoir en fait dans nos équipes des consultants qui sont habitués à ce marché et sont en veille permanente pour apporter à nos clients toujours plus d'informations et d'éléments de choix dans leur stratégie. On vous accompagne sur différentes thématiques, que ce soit des nouveaux moyens de livraison, que ce soit la création d'une offre de seconde main, comme on va en parler lors de ce webinaire, pour vous aider sur le déploiement et l'optimisation de nouveaux moyens de paiement. Alors, pour démarrer, donc, certains d'entre vous ont déjà pu répondre à la question qu'on vous posait. Combien de clients annoncent avoir déjà abandonné un panier en l'absence de leur moyen de paiement? Vous êtes, pour le moment, vous êtes 8, donc une majorité, à nous indiquer que 34% des clients abandonneraient. Vous êtes 4 à nous annoncer que 24% abandonneraient et 2 qui pensent que c'est seulement 14%. La bonne réponse est 24%. Donc un quart quand même de vos visiteurs qui, ne trouvant pas leur moyen de paiement, sont prêts à quitter la page. Alors on va pouvoir approfondir un peu ce sujet avec la question du jour, qui est donc comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on optimise les moyens de paiement aussi bien en magasin que sur une plateforme e-commerce. Donc cette question, on va la traiter via différents angles. Comment vient le besoin d'un nouveau moyen de paiement? Comment négocie-t-on les tarifs? Comment assure-t-on la rentabilité? Et puis, au final, comment est-ce qu'on choisit parmi le grand nombre de moyens de paiement qui existent aujourd'hui pour proposer la meilleure expérience à ses clients? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui Benoît Schmitt de Longchamp, qui est donc responsable IT sur la partie retail, aussi bien magasin que e-commerce. Mouna Marouf du groupe Carrefour sur la division de services, qui est donc directrice e-commerce et digital. Et Eddy Ayouni de la fintech britannique Rapid, qui nous donnera une vision un petit peu plus experte de ce que l'on peut attendre sur le marché du paiement. Et donc pour démarrer, je donne la parole à Benoît, qui va nous expliquer les problématiques de Longchamp en termes de paiement dans un secteur bien particulier qui est le secteur du luxe. Oui, merci Julien. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Benoît Schmid, responsable de l'informatique retail chez Longchamp. Donc ça couvre à peu près 350 points de vente dans le monde, un peu plus de 26-27 pays.
J'ai une équipe à la fois projet et run. Et sur la partie e-com, on est plutôt sur la préparation des commandes, mais je suis rattaché à la partie omnicanal, donc on traite ça globalement. Évidemment, la problématique des moyens de paiement euh, est bon, elle est très très importante pour nous. On avait avant 2020, avant le Covid, on n'avait pas d'intégration de paiement, pardon. Et donc, au moment du Covid, on a eu comme tous des gros soucis par rapport à ça. On avait des besoins aussi de réaliser des économies d'échelle. Et on a donc saisi on l'a vu un peu quelque part comme une opportunité. On a fait une analyse un petit peu de l'existant au niveau du groupe et on a voulu choisir un partenaire global pour notre intégration paiement, pour pouvoir. Alors on avait différents objectifs. On voulait offrir une expérience client qui soit homogène dans tous nos magasins et sur notre site web. Et on voulait aussi donc des économies puisque chaque filiale négociait ses coûts de transaction avec sa banque. Et donc, c'était complètement décentralisé et du tout pas très efficace et pas homogène parce que nos marchés sont pas homogènes non plus. Euh, En termes d'intégration et de réconciliation, c'était complexe puisque, à part la France, les autres pays n'étaient pas intégrés informatiquement au niveau du paiement. Donc, on avait d'un côté les paiements, de l'autre les ventes, mais il n'y avait pas de liaison simple, il n'y avait pas de référence entre les deux simple pour les comptables. Donc, voilà. L'idée, c'était vraiment de réunir ces différents, enfin, d'atteindre ces différents objectifs. Donc, on a fait cette étude, on a évidemment fait un appel d'offres et on a retenu Adyen. Et on a déployé du coup depuis 2021, voilà, on a déployé Adyen d'abord sur les sites e-commerce parce que c'était le plus simple et le plus rapide. Et ensuite sur les points de vente avec évidemment les difficultés opérationnelles physiques de gestion d'un déploiement de cette ampleur. Sur nos moyens de paiement proposés, donc on a choisi un corps modèle autour des moyens de paiement les plus fréquents, Visa, Mastercard, Amex, PayPal pour ce qui est en ligne. Et ensuite, on avait, bon, il y en a d'autres, je ne les cite pas tous. Ensuite, on a proposé également des modes de paiement plus localisés en fonction du marché, puisqu'il y a des moyens de paiement qui sont incontournables dans certains pays. Voilà. Donc, il y avait à la fois ce corps modèle qui est global et moyens de paiement plus locaux. On a adopté la même stratégie sur la partie POS, la partie physique, avec un corps modèle qui était à peu près le même qu'en ligne, et ensuite des adaptations locales. On n'a pas cherché en termes de moyens de paiement à forcément mettre en avant les moyens de paiement eux-mêmes. On a plutôt essayé de détecter ce qui correspondait à notre clientèle, puisque en étant un acteur du luxe, l'objectif est d'apporter des moyens de paiement qui correspondent aussi un peu à ce secteur-là. Et donc, on n'est pas allé chercher, comme c'est indiqué sur le slide, on a mis en place Klarna après avoir mis en place les fondations. Donc, on ouvre des moyens de paiement au fur et à mesure. Mais par exemple, Klarna
On n'en fait pas spécialement de la publicité, on offre la possibilité parce qu'on a vu une opportunité, mais voilà, la partie paiement n'est pas mise en avant comme étant un facteur important auprès de nos clients. On communique beaucoup plus évidemment sur nos produits, sur l'expérience produit, l'expérience en magasin. De ce point de vue-là, d'ailleurs, sur les boutiques, on a travaillé un nouveau concept qui est déployé maintenant sur plus de la moitié de nos points de vente, où on est beaucoup plus sur une relation client, beaucoup moins boutique et ensuite passage à la caisse et voilà, quelque chose de standard. On est quelque chose de beaucoup plus fluide avec une table d'accueil, la possibilité d'encaisser un peu partout dans le magasin, en mobilité, au moins mobilité TPE avant d'être sur la mobilité caisse. Mais voilà, on va vers quelque chose de plus fluide. Et voilà, le fait pour nous d'avoir le même système sur l'ensemble de nos points de vente nous permet de déployer aussi beaucoup plus facilement nos choix d'expérience client qui sont pris en centrale. Alors, Longchamp, hein, une maison où beaucoup de choses se font en centrale, et la direction centrale est monde. Donc, on n'a pas les problématiques que peuvent avoir certaines marques qui sont très verticalisées par pays et où il y a une hétérogénéité de systèmes et de prise de décision. Voilà. Sur l'optimisation des coûts, c'était un des leviers, c'est ce qui a vraiment lancé le projet, hein, puisqu'on était en crise Covid avec une, une perte de vente très très importante pour nous. Donc là-dessus, on a réalisé des économies vraiment très importantes, puisque en regroupant les transactions de l'ensemble de nos filiales, on a pu massifier, on a massifié la quantité de chiffre d'affaires et de transactions, et du coup, négocier avec Adyen des taux bien plus bas que ceux qu'on avait précédemment. Alors ça se fait à l'échelle du groupe, et ensuite, c'est vrai qu'il y a pu y avoir peut-être une ou deux filiales sur lesquelles l'équilibre était soit maintenu, soit très très légèrement négatif, mais à l'échelle du groupe, c'est des économies vraiment substantielles. Également pour la réconciliation, ça a vraiment changé la vie de nos comptables. Il a permis d'automatiser pas mal de processus sur la compta. Donc c'était également un gros apport. On a d'autres services qui sont intéressants aussi, qui permettent d'avoir des profils à la fois omnicanaux, puisque Adyen est utilisé et online et dans les points de vente, et aussi cross-country pour détecter voilà, avoir quelques infos de profiling sur nos clients, au moins de statistiques qui sont toujours intéressantes pour le marketing. Maintenant, nos challenges actuels, c'est de continuer le déploiement d'Adyen, parce que même si ça a démarré en 2021, les déploiements, bon, on a toujours quelques pays sur lesquels c'est pas encore déployé, parce que pour le coup, l'équation économique est moins évidente. Sur l'Asie, ils sont évidemment moins forts que les acteurs locaux. Et les modes de paiement là-bas sont extrêmement localisés. Voilà, WeChat Pay, Alipay, UnionPay, tous ces modes de paiement chinois sont évidemment, représentent ce que représente Visa chez nous, en fait, pour donner un ordre d'idée pour ceux qui connaissent pas forcément. Donc, ils sont meilleurs en négociation localement que Adyen vis-à-vis de ces marchés-là. Et donc, on doit challenger un petit peu plus Adyen pour avancer sur certains pays éloignés.
Merci beaucoup, Benoît, pour J'ai débordé de mon temps, c'est ça? point. Non, pas du tout, pas du tout. Mais je me fais le gardien du temps quand même. Merci en tout cas pour ces explications, ce point de vue très intéressant. Et on va changer du coup un petit peu de périmètre en s'adressant cette fois-ci à Mouna Marouf, donc de Carrefour Service, qui va pouvoir nous présenter son point de vue. Mouna, je crois qu'on n'a pas ton son. Vous m'entendez? Là, c'est beaucoup Désolée. mieux. Merci. Bonjour à tous, je me présente rapidement. Donc, moi, c'est Mouna Marou, je suis directrice e-commerce et digital pour Carrefour Service. Donc, Carrefour Service, ça embarque les marques comme Carrefour Voyage, Carrefour Spectacle, Carrefour Location, Carte Cadeau et j'en passe. Et bon, là, l'idée, c'était de parler plutôt de l'expérience sur la marque Carrefour Voyage, parce que c'est vrai qu'un peu comme tous les voyagistes, le choix du moyen de paiement, j'ai envie de dire, c'est quand même quelque chose d'assez stratégique au vu des montants dépensés notamment par nos clients. Et puis dans un schéma où on est un peu omnicanal, il y a toujours aussi un enjeu d'essayer d'apporter une expérience client, une expérience d'achat qui soit un peu homogène en fonction du point de vente. Alors effectivement, c'est enfin du canal du moins. Alors c'est pas toujours évident parce qu'il y a quand même des moyens de paiement qui sont propres au canal physique comme le paiement par chèque, espèce, mais enfin, on a en tout cas vocation à essayer d'aligner au maximum nos moyens de paiement. Et puis un événement quand même qui a été assez marquant pour le secteur du tourisme, je pense que vous en souvenez tous, c'est cette fameuse crise Covid. Et donc c'est sûr que en sortie de crise, dans un contexte économique un peu compliqué pour les Français, une inflation aussi qui démarrait quand même de manière assez fulgurante. On s'interrogeait aussi sur les solutions qu'on pouvait apporter à nos clients pour leur permettre voilà, de continuer de voyager, parce qu'on a vu aussi un essor de la demande qui s'est aussi accompagné par une hausse des prix. Et donc, il a fallu aussi voilà, qu'on se penche très, très vite sur le sujet et permettre au maximum de nos clients de pouvoir réserver en toute sérénité. Et donc, c'est là qu'on a imaginé aussi développer un peu la partie paiement sur un aspect plus BNPL. Alors bien évidemment, l'idée, c'était déjà de se mettre au standard marché et de proposer, on va dire les moyens de paiement un peu communs et standards dans le secteur. On a aussi sondé pas mal nos clients, hein, qui nous ont remonté cette volonté de pouvoir, payer en plusieurs fois et cetera. Alors il faut savoir qu'on avait déjà une solution embarquée avec la carte Pass, qui est la carte du groupe Carrefour et qui permettait déjà à certains de nos clients privilégiés de pouvoir régler en 3 fois sans frais. L'idée, c'était d'aller pousser un peu le schéma plus loin et de permettre vraiment d'offrir une solution à un plus grand nombre. Et donc voilà, on a été aussi un peu pressé par le temps. On voulait vraiment capitaliser par cette reprise de l'activité voyage et on s'était donné un délai de 2 mois pour lancer une solution de BNPL. Donc c'était très, très ambitieux de notre part. Donc on s'est lancé d'abord sur un POC qui embarquait une partie de la solution cible qu'on avait en tête, qui était du 4 fois. Et on a réussi à sortir ça assez rapidement, hein, sous 3 mois. Alors, il faut savoir que quand on l'a lancé à la fois sur le site internet, mais également en agence, mais on n'en a pas fait forcément un axe de com majeur. C'était vraiment un POC. On voulait voir déjà comment ça prenait, comment nos clients allaient être, enfin, si nos clients allaient être réceptifs à ce type de moyens de paiement. Et donc, du coup, les clients le découvraient, on va dire, de manière assez surprenante, enfin, dans le tunnel de réservation, où on proposait justement ce fameux 3 fois, ce 4 fois, pardon, embarqué. Et ça a tout de suite été un mini succès parce qu'on a vu tout de suite la part des ventes sur ce moyen de paiement être assez importante, sans forcément qu'on en fasse une communication. Avant de lancer toute la partie com, on voulait aussi s'assurer de la stabilité de la solution, vérifier aussi qu'on était sur un taux d'acceptation qui nous convenait et qu'il n'y avait pas forcément de dérive. Donc, à partir de ce moment-là, on a effectivement démarré les communications et pris la décision de déployer la version cible de ce BNPL qui embarquait du 3 fois, mais aussi du 6 et du 10 en complément du 4 fois. C'était aussi pour nous un moyen de se différencier par rapport à nos concurrents.
parce que c'est vrai que les voyagistes proposent plutôt une offre standard basée autour du 3 et du 4 fois et pas forcément du 6 et 10. Et là, on voulait vraiment taper fort, surtout en cette période post-Covid et dans un contexte de crise, je le rappelle, qui est quand même assez important. On sait que le budget des ménages était fortement impacté et que il y avait un risque aussi que le budget loisir soit un peu sacrifié, et notamment voyage, c'est tout ce qu'on ne voulait pas. Voilà, et dès lors qu'on a commencé vraiment à communiquer dessus, on en a fait vraiment un axe de com assez majeur, un argument commercial, clairement, dans toutes nos communications, qu'elles soient digitales ou print. Et on a vu vraiment l'impact à la fois en termes de réception de nos clients. Enfin, ils ont très bien, ils ont très bien répondu à cette solution. On a vu aussi que c'était l'un des moyens de paiement les plus plébiscités par nos clients, clairement. Alors, pas vous donner de chiffres, mais c'est l'un des plus plébiscités à date. Et puis, ce qui est intéressant pour nous et ce qui nous permet justement un peu d'amortir le coût de la solution, c'est que ça nous a permis d'aller chercher un uplift aussi du panier moyen, parce que les personnes qui utilisaient cette solution de BNPL dépensaient beaucoup plus que le client lambda qui payait au comptant. Et donc, du coup, ça permettait justement, ce chiffre d'affaires additionnel permettait d'une certaine manière, on va dire, de compenser aussi le coût de la solution. Au-delà de ça, on a aussi d'autres enjeux majeurs. Alors, c'est vrai que le BNPL répondait aussi à une demande client très marquée dans ce contexte économique un peu particulier et qui perdure encore aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres enjeux chez nous autour du moyen de paiement. C'est vraiment la partie mobile qui aujourd'hui quand même prend en tout cas, je parle sur la partie digitale aujourd'hui. Je pense que pour beaucoup d'acteurs, la part du trafic mobile dépasse très largement celle du desktop. Et en ce qui nous concerne, en tout cas, le taux de conversion n'est pas forcément, les conversions ne se font pas forcément sur mobile. Alors effectivement, on est sur une activité un peu particulière, c'est du voyage, on est sur des paniers moyens quand même assez élevés, donc bon, la prédisposition pour qu'un client règle en carte bleue sur téléphone, elle est quand même un peu limitée, et c'est pour ça qu'il y a un enjeu aussi pour nous d'aller trouver des solutions pour faciliter, on va dire, la conversion sur mobile. Et c'est pour ça qu'on étudie des solutions du type PayPal, Apple Pay, Google Wallet. Alors, rien n'est encore déployé à date, mais c'est en cours d'étude. On est en train d'évaluer un peu l'impact que ça peut avoir. Et en parallèle aussi, il faut savoir qu'on a un canal d'écoute de nos clients qui est ouvert sur notre site internet. Et c'est vrai que c'est des choses qui nous sont remontées assez fréquemment. On utilise beaucoup ce canal d'écoute pour essayer de construire aussi nos roadmaps projets, et en particulier sur le volet paiement. Et c'est vrai que c'est des choses qui nous sont remontées par nos clients directement, d'avoir des solutions de type paiement mobile pour justement faciliter les réservations sur ce device qui prend de plus en plus d'ampleur. Et puis après, il y a toujours aussi un enjeu de satisfaction client quand on propose des solutions de type BNPL, c'est de sécuriser aussi les taux d'acceptation, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un client de vouloir aussi régler un achat et de se voir refuser sa transaction. Donc, il y a aussi un enjeu d'essayer de trouver un moyen d'optimiser, de sécuriser davantage les transactions et surtout de permettre à un maximum de personnes de pouvoir en bénéficier. Et ça, c'est un travail de longue haleine qu'on fait aussi avec nos partenaires au quotidien pour essayer justement de satisfaire nos clients et de faire en sorte que ces solutions soient bien prises en main et répondent à nos clients. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'expérience Carrefour Voyage. Merci infiniment, Mouna, pour cette explication. Je vous propose qu'on enchaîne donc avec Eddy Ayouni de Rapide, qui va nous donner un point de vue un petit peu différent du coup du point de vue marchand, plutôt le point de vue expert métier côté paiement. Bonjour à tous, donc je m'appelle effectivement Eddy Ayouni, je travaille pour une société qui s'appelle Rapide, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un prestataire de services de paiement à travers le monde, qui opère à la fois en Europe, au Royaume-Uni, mais aussi en Asie-Pacifique et dans la région américaine. Et il est vrai que nous, comme le disait très bien Benoît et Mouna, on fait face à des problématiques de nos clients, qui sont la plupart du temps des e-commerçants, et qui ont
plusieurs types de problématiques en fonction des cas d'usage auxquels ils essayent de répondre. Il est bien évident qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du paiement en ligne, hein, le Covid étant passé par là, l'online a vécu un boom. Effectivement, on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait des défauts d'expérience qui pouvaient induire des drops dans l'expérience pour les utilisateurs et donc du chiffre d'affaires non capté pour certaines des marques présentes en ligne. Et le besoin de comprendre un petit peu quelles étaient les innovations, comment on travaillait sur l'ensemble de ces tunnels d'acquisition des utilisateurs, et notamment au moment du paiement, qui peut évidemment, lorsqu'on paye, peut créer de la friction. On a aussi vécu ces dernières années dans un monde réglementaire qui change dans les moyens de paiement. Vous avez peut-être entendu parler de la directive des services de paiement, la mouture numéro 1 ainsi que la mouture numéro 2. Bientôt, nous aurons la mouture numéro 3. Et des nouvelles règles autour du 3D Secure, c'est-à-dire cette friction qui peut arriver pour authentifier l'utilisateur lors d'un paiement, et comment comprendre un petit peu ces mécanismes pour être sûr d'y faire face et de pouvoir les utiliser au mieux, à la fois pour combattre la fraude, mais aussi pour optimiser l'expérience utilisateur. L'omnicanalité est évidemment quelque chose qui est dans la bouche de la plupart de nos marchands qui ont aussi une activité dans le monde physique. L'omnicanalité qui parfois empiète sur l'online ou sur le in-store dont je parlerai juste après, puisqu'évidemment on imagine tout un tas d'expériences qui ont lieu en magasin mais qui se débouclent en ligne, ou même des opérations qui se passent en magasin mais qui sont payées à travers une application et donc qui pourraient être considérées comme des opérations en ligne même si elles sont faites en réalité en présence. La gestion omnicanal du paiement, Benoît en parlait tout à l'heure, et certaines entreprises comme Longchamp ont fait le choix d'avoir un partenaire unique à la fois pour la partie en ligne et la partie hors ligne. Il est parfois plus difficile de trouver des prestataires en fonction des endroits, des pays d'opération des magasins et des moyens de paiement que l'on veut avoir. Et donc, c'est bien comprendre ces enjeux-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et en tout cas, ce sont les questions qu'on nous pose régulièrement chez Rapid. Enfin, le in-store, il y a beaucoup d'innovations aussi qui ont lieu ces derniers temps. Vous avez peut-être entendu parler des dernières innovations d'Apple, qui est en train de transformer son téléphone en TPE, en terminal de paiement. La même chose existe sur les terminaux Android. Donc la sélection des terminaux devient de plus en plus complexe, puisqu'avant on avait un bon vieux terminal Ingenico qu'on avait à brancher sur le secteur et à connecter éventuellement au Wi-Fi quand on avait les dernières versions. Aujourd'hui, il faut se poser bien plus de questions sur comment je l'intègre dans mon ERP, dans mon système de caisse, dans des kiosques quand on veut avoir une expérience dématérialisée, ou le mettre dans la poche de mes vendeurs quand je veux fluidifier certains parcours d'achat et avoir soit une expérience optimisée et individualisée, soit une expérience plus fluide comme on peut l'imaginer dans certains grands de la GMS comme Carrefour dans ces magasins. Je voulais vous parler ici d'un exemple d'innovation qui a eu lieu au moment des JO de Tokyo, mais j'aurais pu en prendre bien d'autres. C'est Swatch qui avait notamment utilisé ces montres pour, en tout cas, essayer de créer tout un écosystème de paiement à l'intérieur de sa montre. On parle à ce moment-là, quand le projet se lance, on est évidemment en 2019, donc on est au moment où l'IoT, l'Internet of Things, commence à prendre son essor et Apple Pay vient de se lancer, mais n'a pas encore connu le boom qu'on lui connaît aujourd'hui post-Covid. Et je voulais vous montrer à quel point les frontières sont ténues, c'est-à-dire que ici on a une montre qui est un objet physique, avec à l'intérieur une technologie NFC sur lequel on va mettre une carte virtuelle qui va être reliée à un portefeuille électronique qui va permettre à l'utilisateur sur les villages olympiques de Tokyo à l'époque de pouvoir payer comme s'il utilisait sa carte, mais cette fois-ci avec aucune friction. C'est-à-dire que comme c'est du paiement dématérialisé, tous les paiements de petits montants sont faits sans autorisation et sans code rentré. Et donc la possibilité de créer des expériences extrêmement fluides dans des endroits comme le McDonald's du village des JO à Tokyo qui même si c'était post-Covid avec des règles assez strictes, connaissait des records d'affluence pour un restaurant de ce type. On va rapidement passer à l'optimisation des coûts, qui est l'autre point où on essaie d'aider nos clients et de guider nos clients.
La sélection des moyens de paiement est un point extrêmement important en fonction des pays. Benoît le disait tout à l'heure, on n'a pas les mêmes besoins en Asie qu'en Europe, en fonction du type de marchand que l'on est, avec les paiements moyens. On ne traite pas un paiement de quelques euros de la même manière qu'on traite un paiement de plusieurs milliers d'euros. Donc évidemment, il y a des moyens de paiement différents en fonction des canaux dont on parlait tout à l'heure. Le en ligne, le hors ligne ont des différences majeures. Et sélectionner les bons moyens de paiement permet d'optimiser l'expérience et donc ici d'optimiser potentiellement son chiffre d'affaires et de créer et d'avoir le volume escompté pour pouvoir diminuer ses coûts au maximum. Mettre en avant des paiements en amont, alors en fonction des sites, hein, Benoît le disait tout à l'heure, notamment le groupe Longchamp a fait le choix de montrer d'abord ses produits et pas forcément les moyens de paiement, ce qui est tout à fait respectable. D'autres font le choix inverse, c'est-à-dire que pour pousser l'utilisateur, ou en tout cas pour inciter l'utilisateur à remplir un peu plus, de manière un peu plus garnie son panier, eh bien, il le pousse des informations sur les moyens de paiement qui peuvent leur permettre d'étaler ces moyens de paiement. C'est le cas sur le Buy Now Pay Later, donc ce fractionnement de paiement, mais c'est aussi le cas sur certains éléments de sécurité. On peut penser à PayPal qui, par exemple, communique beaucoup sur la sécurité. Donc, le fait d'avoir le macaron PayPal permet de fait d'avoir un macaron, une certification induite qui se reflète auprès du consommateur. Être bien sûr de rationaliser ces moyens de paiement. Il n'est pas forcément grave de laisser certains moyens de paiement cannibaliser d'autres. On pense potentiellement à l'initiation de paiement, qui est un nouveau moyen de paiement par compte bancaire, qui est en général moins cher, voire beaucoup moins cher que le paiement par carte. C'est une expérience qui ressemble assez à celle qu'on aurait avec du 3D Secure lors d'un paiement par carte. Et donc, on conseille à nos marchands de les utiliser dans les pays où ils sont disponibles et le plus largement possible, quitte à les pousser le plus haut possible dans leur page de paiement. Et puis enfin, avoir une connaissance fine des acteurs. Le souci qui se pose dans le monde des paiements, c'est que des années 60 aux années 2000, l'innovation a été quasi inexistante, puisque les systèmes de carte Visa, Mastercard n'ont quasiment pas bougé, les innovations autour du paiement n'ont pas bougé. Depuis les années 2000 et l'arrivée de PayPal et d'autres, on a une myriade de nouveaux acteurs qui sont présents dans le monde du paiement, et notamment sur des couches que les marchands ne voient pas forcément, et donc n'arrivent pas à forcément comprendre les coûts qui sont liés à leur paiement et à l'ensemble de la chaîne de valeur du paiement. Il nous semble, en tout cas chez Rapid, et je crois chez BCC aussi, dans les différentes missions, d'aider les e-commerçants à comprendre ces couches, leur permet de mieux négocier leurs coûts et de mieux comprendre comment ils peuvent optimiser leur problématique de partenariat. Enfin, optimiser ses flux de trésorerie. Il y a maintenant tout un tas de solutions, Stripe, Adyen ou Rapid, proposent des solutions de wallet avec des solutions de payout qui permettent d'optimiser les flux de trésorerie et de rationaliser les prestataires. Donc, pour reprendre les challenges, et gérer très rapidement, Julien, pour pas trop dépasser sur le temps, appréhender les nouveaux acteurs du paiement, extrêmement important, comprendre les nouveaux entrants, comprendre l'innovation, on en parlait, les nouveaux moyens de paiement, ainsi que les différentes couches dans le monde du paiement, et enfin contrôler l'expérience utilisateur et ses coûts. Encore une fois, n'hésitez pas à solliciter vos prestataires de services de paiement et ou BCC quand il s'agit de ce genre de problématique. Ouais, merci beaucoup, Eddy, pour ce mot de la fin qui était très bien placé. Ce que je vous propose, alors je vous rappelle déjà pour ceux qui assistent à ce webinaire que vous avez la possibilité de nous poser des questions. Donc dans le petit onglet Activités en bas à droite de votre écran, vous avez un onglet Des questions avec un logo jaune, un point d'interrogation. N'hésitez pas à nous poser des questions sur ce que Mouna, Benoît et Eddy viennent de nous présenter. En attendant qu'on recueille quelques questions supplémentaires, Mouna, Benoît, est-ce que vous avez, et Eddy, est-ce que vous avez peut-être des choses qui vous ont fait réagir dans les présentations des autres intervenants, des questions que vous avez les uns pour les autres? Moi j'avais éventuellement une question pour Benoît sur justement ce positionnement de ce choix fait sur le produit et de pas forcément mettre en avant des solutions comme Klarna qui sont venues un petit peu après. Est-ce qu'il y a eu un quelconque A/B testing à un moment pour voir comment cela se passait ou est-ce que ça a été fait de manière empirique et plutôt de la volonté de la maison dans sa stratégie globale de présenter le produit et d'axer son site e-commerce sur le produit?
Réponse numéro 2. On a bien de l'A/B testing sur notre site, évidemment, mais pas sur on ne l'a pas fait sur cet élément-là. On est effectivement beaucoup plus focalisé sur le produit et sur la mise en avant du produit, ce qui me semble assez normal par rapport à notre maison et à notre savoir-faire, en fait, ce qu'on vend. Merci beaucoup. Merci Benoît, merci Eddy. Alors, on a des questions aussi pour Mouna, questions qui ont été posées. Alors, Mouna, on a une question qui est: est-ce que le BNPL 4 fois, 6 fois et 10 fois des voyages sont financés en interne par Carrefour Banque? Non. Alors, pas sur le 3, 4, 6, 10. Non, on ne fait pas appel à Carrefour Banque sur ce sujet-là. On a d'autres solutions de paiement qui sont cofinancées avec eux, mais pas sur celui-ci. Et alors, une deuxième question, une deuxième pour toi. Quelles ont été les macro-étapes que vous avez suivies dans la mise en place de votre nouveau mode de paiement? Quelle a été l'étape la plus difficile à gérer et pourquoi? Ouais, l'intégration d'un nouveau mode de paiement, c'est toujours un projet un peu complexe, hein, parce que bon, il y a toute la partie. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs parties prenantes dans le projet. Il y a notre prestataire BNPL, il y a aussi notre PSP, il y a Carrefour avec toutes les règles de sécurité qu'il y a autour. Il y a la partie finance et puis il y a aussi notre partenaire voyage, qui gère toute la partie infrastructure technique, notamment de notre site internet et notre site B2B agence. Donc, bon, il y a quand même beaucoup de parties prenantes dans le projet, donc c'est toujours très complexe ce genre de sujet. Après, il y a aussi il y a eu pas mal d'arbitrage à faire, notamment sur les règles d'octroi, les frais aussi à appliquer. Enfin, il fallait trouver le bon modèle. Sur le bornage également par rapport à notre activité, par rapport au panier moyen qu'on peut avoir en fonction des catégories de produits. En plus, on sait qu'il y a, voilà, il y a des risques de fraude plus importants sur certaines lignes de produits, donc il a fallu aussi être un peu vigilant là-dessus. Donc c'est un peu ça qui a été un peu complexe à mener, j'ai envie de dire, c'est toutes ces règles d'arbitrage. Et la coordination avec toutes les parties prenantes, parce qu'encore une fois, on avait l'ambition de lancer ce projet, en tout cas ce POC, très très rapidement, mais c'est pas forcément toujours évident. Voilà. Merci beaucoup, question, Mouna. Et alors, une question complémentaire pour Benoît, sur la mise en avant de solutions comme Klarna, par exemple, qui n'est pas un choix forcément très fréquent dans les maisons de luxe sur les solutions d'installment. Comment se passe justement le choix d'aller vers un médium comme celui-ci? Est-ce qu'il y a un process de décision particulier pour sortir du corps modèle? C'est une bonne question. Ça rejoint peut-être un petit peu une autre question qui est autour de l'innovation et des limitations que peuvent apporter le fait d'avoir un acquéreur global. C'était proposé par Adyen. Donc, effectivement, Adyen propose un catalogue de modes de paiement. En l'occurrence, je pense qu'on voulait mettre un BNPL. Et on a choisi Klarna parce qu'il nous paraissait être celui qui était peut-être le plus utilisé. Alors, je pense que c'était surtout sur le marché France, qui pour nous est un des plus gros marchés. Et par contre, pour répondre à l'autre question sur les limites, c'est vrai que, par exemple, en Asie, je ne sais plus quelle géographie, si c'est Singapour, on souhaitait mettre, le marché local nous a demandé de mettre en place Octopus, et Octopus n'était pas fourni par Adyen. Bon, pour l'instant, on a choisi de ne pas activer ce mode de paiement parce que si Adyen, effectivement, n'a pas envie de faire l'effort d'intégration, parce qu'ils jugent que c'est pas intéressant pour eux, nous, notre seule solution, ce serait de développer une nouvelle intégration spécifique. Donc, effectivement, on est effectivement très dépendant de notre relation avec Adyen. Voilà, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Bon, au global, on est quand même très content. Merci beaucoup, Benoît. Alors, on a une question additionnelle qui vaut aussi bien pour Mouna que pour Benoît.
Avez-vous des données sur le nombre de transactions constituant des cas de fraude sur ces nouveaux moyens de paiement? Et quel est l'impact de gestion de ces cas pour vous en tant qu'e-commerçant? Luna, tu veux Bah, répondre ouais. d'abord? Oui, si tu veux. C'est toujours très compliqué de répondre à ce type de questions parce qu'il y a aussi des sujets de confidentialité, surtout quand on parle de fraude. C'est toujours un sujet un peu touchy. Après, plus que de la fraude, en tout cas, si je mets l'accent sur la partie BNPL, c'est pas tant la fraude, c'est plus les règles, enfin, en tout cas, qui conduisent parfois à des refus de paiement qui peuvent parfois, en fait, voilà, causer un peu d'insatisfaction et de mauvaise expérience. Et c'est ça qui est un peu compliqué à rattraper. Mais après, ouais, je ne peux pas vraiment donner de pourcentage, malheureusement, c'est un peu confidentiel, je suis désolée. Nous, de notre côté, on a effectivement une bonne visibilité de la fraude et on gère évidemment les règles comme tout le monde pour essayer de détecter les fraudes. Mais là-dessus, peut-être pointer le fait que le contrôle interne doit vraiment être bien ficelé, et bien faire attention à la réconciliation parce on détecte, enfin les fraudeurs ont malheureusement souvent un petit temps d'avance sur nous. Et on peut mettre quelques semaines à détecter un cas de fraude et généralement, ils s'engouffrent très vite dans la moindre faille. Donc, il y a une vraie vigilance à avoir sur cet aspect-là. Merci beaucoup, Benoît. Je pense qu'on va clôturer avec une dernière question qui est pour Eddy. Quels sont les dangers de Klarna, PayPal, Scalapay et autres applications tierces sur les données des clients, des marchands? Est-ce que quand on utilise une de ces solutions, on n'est plus un client Longchamp ou un client Carrefour, mais un client Klarna ou PayPal? Alors, c'est une question qui date de plusieurs années. J'ai auparavant travaillé chez PayPal. C'est une question qu'on avait beaucoup chez PayPal. Il est vrai qu'à un certain moment, on a perçu ces sociétés de paiement comme des potentiels comme de potentiels nouveaux acteurs sur le monde du e-commerce global, au-delà du paiement, puisqu'on s'attendait à ce qu'un PayPal, qui à une époque dépendait d'eBay, puisse partager des informations avec son groupe, qu'un Klarna qui se lançait un peu plus profondément dans les expériences d'achat puisse utiliser les données, notamment de panier qu'ils utilisent pour leur scoring et puisse la réutiliser pour ensuite targeter des utilisateurs. On voit aujourd'hui avec le déploiement de ces solutions et un peu plus de recul que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'un client qui paierait avec PayPal sur le site de Carrefour ou sur le site de Longchamp est aussi un client PayPal et que PayPal va le contacter, ça c'est vrai. Mais en général, ce client-là n'est pas un client PayPal parce qu'il a acheté sur Longchamp. Il s'est retrouvé à avoir deux solutions en même temps. Et aujourd'hui, on voit bien que ces solutions PayPal, Scalapay ou Klarna sont uniquement dédiées au paiement et ils ne viennent pas dans le monde du retail. Il y a assez peu d'overlap en réalité. Donc, je dirais que c'est plutôt ça aurait pu être une réalité, c'est plutôt une légende urbaine désormais. En tout cas, on le voit un peu moins. Merci beaucoup, Eddy. On touche à la fin de ce séminaire à 14h00, comme on vous l'a promis. Merci beaucoup pour votre présence, vos questions. Et merci infiniment à Mouna, Benoît et Eddy pour leur participation. On vous transmettra évidemment le support et le replay sera disponible assez vite. On vous communiquera tout ça par email. Merci à tous. Ah, je crois qu'on a une question supplémentaire. Non, ouais, il y avait alors quel est l'intérêt de payer une commission PayPal? Alors, l'intérêt, c'est, alors, en tout cas, sans être un avocat de PayPal, et je n'ai pas d'action PayPal, donc ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais ce qui se passe avec PayPal, c'est que la commission de PayPal vient notamment de leur système de fraude et de risque. Aujourd'hui, PayPal a l'un des taux de fraude les moins élevés de tous les moyens de paiement, qui doit s'élever aux alentours de 0,22% de ses transactions, et il protège à la fois le marchand et l'utilisateur dans une transaction. Il y a aussi un effet de conversion dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, où PayPal propose une expérience qui va être potentiellement sans 3D Secure, parfois même sans même mot de passe PayPal, puisqu'ils ont une connaissance fine de l'utilisateur et qui peuvent déterminer que quand l'utilisateur paye sur le site de Longchamp ou de Carrefour, eh bien ça correspond à ses us et coutumes et que donc la commission vient avec
le côté pratique et la conversion augmentée de cette solution. Mais avec plaisir pour en parler plus en détail. Si vous voulez me contacter, je suis disponible sur LinkedIn et ailleurs. N'hésitez pas à nous poser vos autres questions. En tout cas, on répondra sous format FAQ. On reverra aussi le replay. Vous pourrez retrouver les replays des différents webinaires qu'on a pu faire. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.